Bonjour, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, c'est aujourd'hui que la Cour internationale de justice, qui est une organisation directement liée à l'Organisation des Nations Unies, rendait sa décision concernant la démarche qu'avait entreprise auprès d'elle l'Afrique du Sud contre Israël à propos de la guerre à Gaza. La démarche de l'Afrique du Sud était extrêmement importante car elle parle d'un génocide à Gaza. Et la Cour devait répondre, non pas s'il y avait un génocide, ça va prendre du temps, et elle a besoin de rassembler toutes sortes d'arguments et d'entendre les contre-arguments à la thèse de l'Afrique du Sud, mais elle est mise au pied du mur en quelque sorte de devoir se prononcer sur des mesures conservatoires. Ça veut dire qu'on n'attend pas de savoir si c'est un génocide ou pas pour prendre des mesures si on pense qu'il y a un risque de génocide. D'accord? Il faut bien comprendre donc le point sur lequel portait la Cour internationale de justice et ne pas chercher à lui en faire dire plus que ce qu'elle a déjà dit, et plutôt de regarder exactement ce qu'elle a dit pour voir comment on peut agir à sa suite. Sinon, ça ne sert à rien et on transforme une Cour de justice en ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas une Cour politique au sens d'une Cour qui prend des décisions politiques à la place des États. Et je veux bien insister sur ce point parce que ce tribunal juge en droit et donc juge sur ce que les parties prenantes d'une convention, ici il s'agit de la convention contre les génocides, mais cette convention, elle porte à la fois sur la condamnation des génocides et la prévention des génocides. Okay, on n'attend pas de savoir si c'est un génocide ou pas, dès lors qu'il y a une plainte pour dire s'il y a un risque, eh bien nous devons prendre des mesures conservatoires. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'Israël fait un génocide, mais ça veut quand même dire que ce qui se fait sur place par le gouvernement de M. Netanyahou comporte des risques extrêmement aigus de génocide. D'autant que le génocide a une description très précise dans le droit international. Ce n'est pas une accusation comme ça, en gros. Il y a des caractéristiques, il y a 5 points qui fondent qu'on peut dire ça c'est un génocide. Sur les 5 points en question, 4 au moins sont directement impliqués dans les mesures qu'a prises la Cour internationale de justice. Donc ça veut dire qu'elle pense que le risque de génocide est d'un niveau élevé. Mais notre premier regard doit être sur la décision de la Cour. Elle reconnaît ce risque et elle prend des mesures conservatoires. Comment on sait qu'elle reconnaît le risque? C'est parce qu'elle prend des mesures conservatoires. Et que ces mesures conservatoires portent sur plusieurs des points précis qui permettent de qualifier de génocide ce qui se passe là-bas, décision qu'elle n'a pourtant pas prise, j'y insiste. Pourquoi je prends toutes ces précautions? Parce que je voudrais vous appeler dans le moment, vous tous qui partagez l'indignation contre le massacre à Gaza, qui n'avez pas besoin de plus de démonstrations que tout ce que vous avez déjà pu recueillir comme information pour comprendre que c'est inacceptable ce qui se passe là-bas, que le massacre de masse ne peut pas être justifié par ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, avec l'attaque du groupe armé du Hamas. Alors j'ai utilisé là, à cet instant, le mot groupe armé du Hamas parce que c'est le mot qu'a utilisé la Cour internationale de justice. Ce sont les termes qu'a utilisé la Cour internationale de justice. Autrement dit, un crime inadmissible ne rend pas acceptable d'en commettant 10 fois pire derrière parce que le premier était insupportable. Et nous tous, on doit se mettre en hauteur de la situation. Pas simplement dans le cas précis qui nous importe là-bas à Gaza, bien sûr que c'est lui qui est le centre de la discussion, mais nous mettre en hauteur, ça veut dire penser pour l'humanité dans son ensemble. Car la Cour internationale applique une convention universelle, la convention qui condamne et prévient le crime de génocide, au nom de l'Organisation des Nations Unies, organisation dans laquelle est représentée toute l'humanité. Et c'est d'ailleurs les rapporteurs spéciaux de l'ONU, dans, je crois, plus de 20 domaines, ou presque 30, qui ont les premiers sonné l'alerte pour le génocide. Par conséquent, ce qui nous importe, c'est qu'une cour fait la démonstration qu'en droit, on peut examiner une situation de guerre et conclure qu'elle conduit à un génocide. Ça nous importe pour n'importe quel conflit dans le monde. Et d'ailleurs, dans un passé récent, à de nombreuses reprises, les interventions militaires internationales avaient été motivées par le risque de génocide. Je pense à ce qui s'était passé dans l'ancienne Yougoslavie. Et la Cour internationale de justice a pris des mesures de prévention dans un certain nombre de cas où il y avait un risque de génocide. Je pense en particulier pour ces malheureux Rohingyas en Birmanie. Donc le moment est magnifique, parce que
un arrêt rendu au nom de l'humanité. Et il tranche sur une situation de guerre pouvant déboucher sur un génocide. C'est un moment magnifique parce que sinon, il ne reste que la nuit de la violence. La violence qui engendre des violences toujours plus grandes. Et personne pour dire ce qui est possible ou ce qui ne l'est pas. Voilà pourquoi c'est un beau moment. Et pourquoi je peux dire que nous autres, les Insoumis, nous avons eu 1000 fois raison, aux côtés de tant d'autres dans ce pays, qui ont mené cette bataille pendant tant de temps, de nous tenir fermes sur des principes qui sont des principes de droit international. Dans cette affaire, ne pas déborder, ne pas entrer dans d'autres domaines de compétition, de conflit, de haine, d'ethnicisme, comme on a vu déferler quand le communautarisme a essayé d'imposer une vision communautaire de ce conflit. Le droit international est un point d'appui magnifique pour nous tous. Et maintenant, il y a des obligations qui résultent de la décision de la Cour internationale de justice. La France a signé la Convention et par conséquent, elle est tenue par les décisions de la Cour internationale de justice. J'avais dit d'une manière un peu piquante, pour qu'on y fasse attention à l'avenir, qu'il ne fallait pas porter de jugement a priori sur la décision de la Cour de justice, parce que la France a toujours dit qu'elle respecterait les décisions de la Cour internationale de justice. Le représentant permanent de la France à l'ONU avait dit depuis le début que la France respecterait et appliquerait les décisions de la Cour internationale de justice. Dès lors, maintenant, la France est engagée. Et le ministre des Affaires étrangères, je l'avais dit de manière un peu piquante, n'avait pas à parler comme il l'a fait, en récusant le droit d'interpeller le gouvernement de M. Netanyahou et l'État d'Israël, puisque dans une cour internationale de justice, ce ne sont pas les gouvernements qui sont interpellés, mais la nation au sens durable du terme, donc tous les gouvernements qui pourraient se succéder. Si demain il y a des élections en Israël et que M. Netanyahou est battu, le gouvernement suivant, s'il est d'un autre parti ou d'une autre ligne politique, devra respecter la décision de la Cour internationale. Ce n'est pas une affaire liée à un gouvernement pour ce qui est des obligations des États. Bien sûr que la responsabilité est celle du gouvernement de M. Netanyahou. Mais en toute hypothèse, la décision de la Cour de justice devra s'appliquer, et elle s'applique à nous, les Français. Parce que dans la Convention, chaque État membre a le droit et le devoir de prendre des dispositions dans le domaine de la prévention et de l'interdiction du génocide. Vous comprenez? C'est donc pas une affaire qui se joue à deux, Afrique du Sud, Israël, c'est une affaire qui se joue entre tous ceux qui ont signé cette convention. Dès lors, la France doit, en application de cette décision, prendre des mesures. Dès lors, l'Union européenne doit, en application de cette décision, prendre des mesures. Quelles sont les mesures que l'Union européenne prend d'habitude lorsque le droit international est violé gravement, au point ici qu'il y a un risque de génocide? Ce sont des sanctions économiques et des ruptures de relations. Il est certain que si les États-Unis d'Amérique cessaient leur fourniture au gouvernement de M. Netanyahou, les fournitures militaires, le cessez-le-feu serait écrit en 48 heures. De la même manière, si l'Union européenne prend des sanctions économiques, eh bien, le degré de dépendance de l'économie d'Israël à l'égard de l'Europe est 10 fois, 100 fois supérieur à ce qu'est celui, par exemple, de la Russie, qui a réussi à se glisser entre les sanctions, comme on le savait tous, sans trop de dommages pour elle. Et dès lors, les gouvernements de l'État d'Israël devraient réfléchir aux conséquences des actes qui sont posés. Voilà pourquoi je pense que l'Union européenne doit prendre des mesures. Et la France, c'est pareil. Et la France, pourquoi? Embargo sur les armes, pour commencer. Qu'on n'aille pas me dire que c'est incroyable. Le général de Gaulle avait fait un embargo sur les munitions et les pièces de rechange des avions qui avaient été vendus à Israël, et c'était au moment de la guerre des 6 jours. Donc ce n'était pas un moment particulièrement facile pour le gouvernement d'Israël de l'époque. Ensuite, il y a l'interdiction pour les Français de participer à une guerre dont il est établi qu'elle a des risques génocidaires importants. Ça veut dire que tous les Français, y compris les binationaux, ne doivent pas participer à la guerre qui a lieu là-bas, puisqu'elle comporte des risques génocidaires. Et puis évidemment, il y a la question de savoir comment les différentes diplomaties européennes vont pouvoir intervenir pour dire au gouvernement de M. Netanyahou, bon maintenant vous arrêtez, parce que ça ne peut plus durer, on sait que le risque est là, génocidaire, et que vous êtes en train de vous avancer dans une loi que la Cour a qualifiée de dommage irréparable. Voilà pourquoi la décision de la Cour de justice est si importante. Elle permet une issue pacifique, elle permet une issue discutée avec tous ceux qui sont parties prenantes, en application des décisions de la Cour internationale de justice
le gouvernement de M. Netanyahou, pas parce qu'il a perdu la guerre, pas parce que, mais en application du droit international et de la demande de la Cour qui représente l'humanité tout entière, le gouvernement de M. Netanyahou doit prendre des mesures qui permettent d'éviter le risque génocidaire. Et la première d'entre elles, c'est évidemment le cessez-le-feu, et c'est la position que nous défendons depuis le début. Mais ce qui est plus important que tout, c'est la décision a été prise. Au milieu du massacre, il y a une décision de droit. Le droit plutôt que la loi du plus fort. Voilà pourquoi cet instant, à sa manière, alors même que le massacre continue, est si beau. Parce qu'il réaffirme le fait qu'existe un horizon pour l'humanité qui soit autre chose que la violence, toujours plus de violence, encore de la violence. Cette fois-ci, stop. Retour du droit, cessez le feu.